Les petites et moyennes industries, petites et moyennes entreprises, quelle est la problématique aujourd'hui? Comment est-ce que nous faisons pour pouvoir les aider à aller de l'avant pour une grosse croissance, pour passer de cette étape à de grands groupes industriels dans notre pays? Alessandra Diotan, la question est au menu de votre chronique. Bonjour. C'est bien ça. Bonjour Alain Sochoumé, madame, monsieur, bonjour. Et donc nous sommes le dernier mercredi d'octobre qui, il faut le rappeler, est le mois dédié au consommation local au niveau des pays de l'UEMOA. Et pour ce numéro donc de mercredi économie, on s'intéresse aux unités de production qui sont à la base de la fabrication, de la création des produits locaux. Il s'agit des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Et donc PME, PMI au Bénin, atouts et défis pour leur croissance, c'est bien le thème que nous allons aborder ce matin avec notre invitée Regina Azoumé, spécialiste en entreprise et marketing. Regina, bonjour. Bonjour Madame Alessandra. Et bienvenue sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Merci. Alors, d'après vous, comment se présente l'écosystème entrepreneurial au Bénin? Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu drôle, mais je trouve que l'écosystème entrepreneurial au Bénin, c'est pour ceux qui ont le cardio. Pour ceux qui ont le cardio, dans la mesure où on n'a pas forcément la notion de l'entrepreneuriat au Bénin, mais de plus en plus aujourd'hui, on a un écosystème qui s'installe, qui est de plus en plus facilitateur de l'entrepreneuriat, des entreprises, des PME. Mais il faudrait être à la bonne fréquence et avoir les bonnes informations. On a beaucoup d'entrepreneurs, mais très peu sont réellement entrepreneurs dans l'âme. Parce qu'entreprendre, c'est pas facile, en fait. Moi, c'est mon avis personnel. Alors, il y a beaucoup de PME, beaucoup de PMI, vous le confirmez. Est-ce que ces entités fonctionnent dans un environnement viable? Pas tous. Fonctionner dans un environnement viable déjà, entreprendre, c'est avoir les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, au Bénin, tout le monde entreprend par dépit. Parce qu'on n'a pas forcément trouvé un boulot, on sait faire quelque chose et on se lance dedans. Mais en réalité, est-ce à dire que c'est pour ça qu'on a le chapeau d'entrepreneur? De plus en plus, ce que je constate, c'est que la réponse, c'est non. Entreprendre, ça demande une petite base. Avoir une petite base en ce qui est le management, la gestion du personnel et avoir aussi des ressources financières. Avoir des ressources financières. Aujourd'hui, tout le monde entreprend et tout le monde veut faire quelque chose. Mais tout le monde n'est pas en mesure de mettre les moyens à contribution pour le faire. Et c'est le problème qu'on rencontre assez. Et donc, notre thème, c'est axé autour des PME-PMI. On suppose que ce sont des entités bien constituées, connues des autorités qui exercent en toute légalité et donc au Bénin. Puisqu'on parle de leur croissance, déjà la croissance d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Quels sont les facteurs de croissance? Les facteurs de croissance d'une entreprise, tout de suite, c'est... On va partir déjà sur le départ. Moi, je vais partir du capital. Quel est le capital que l'entreprise met pour sa création? Déjà, il faut avoir un capital pour se faire créer. En plus de ça, il faut maintenant avoir ne serait-ce qu'un minimum de 2 personnes. Pour moi, je dis un minimum pour mettre en place une entreprise. C'est 2 personnes, mais plus. Aujourd'hui, vous avez une personne qui se lève et elle entreprend. Oui, mais si elle a les moyens, puisque c'est permis quand même d'avoir des entreprises unipersonnelles. Oui, c'est permis, mais cette seule personne, est-ce qu'elle peut tout faire? Je peux être propriétaire d'une salle tant que je réunis la somme d'1 million de francs CFA au Bénin. Oui, je peux être propriétaire d'une salle tant que je réunis 1 million. Mais est-ce que tout seul, je peux gérer cette salle-là? Non, toute seule, je ne peux pas avoir la salle, faire toutes les démarches administratives, pouvoir ouvrir en même temps. Et à côté de ça, je ne peux pas forcément être là et aller à la recherche des clients. Je vais m'épuiser très rapidement à la tâche. Donc, il faudrait pouvoir, en mettant sur place une entreprise, avoir du personnel adéquat et du personnel qualifié également. Donc, vous avez parlé du capital. J'ai parlé du capital, j'ai parlé de la ressource humaine. Et à côté de ça, après, c'est quel est le chemin que je fais pour croître, c'est atteindre une certaine... J'ai commencé avec 1 million, à la fin de l'année, je dois pouvoir être à 1,5 million ou 2 en fonction du projet que j'ai fait, du projet d'entreprise que j'ai rédigé. Ce qu'on n'a pas forcément également.
parce qu'on n'a pas forcément également auprès des entreprises. En et il y a qu'on ne croit pas forcément au processus. Quand on entreprend, on veut gagner rapidement. Mais entreprendre, c'est pas ça. Entreprendre, c'est tu commences petitement, tu apprends, tu tombes, tu te relèves. Et il faut se donner un minimum de 2-3 ans, voire 5, pour réellement commencer par être rentable. Mais aujourd'hui, quand on entreprend, on se dit dans 2-3 mois, je veux pouvoir gagner, je veux pouvoir avoir de l'argent. Si ça ne marche pas, on ferme. Mais Madame Razoué, moi je voudrais vous poser une question. C'est vrai, vous avez dit que de plus en plus de personnes entreprennent par dépit. Mais au-delà de tout ça, est-ce que en République du Bénin, est-ce que dans notre environnement quotidien, il n'y a pas des facteurs qui favorisent quand même, qui constituent des forces, qui constituent des atouts pour le déclic de l'entrepreneuriat dans le pays? Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de facteurs. On a des accompagnements qui, depuis quelques années déjà, sont mis en place pour favoriser l'accroissement des PME et des MPMI. Je prends la CCIB qui accompagne. Aujourd'hui, on a l'ADPME qui est là. On a le PAEB. On a pas mal de partenaires financiers et techniques qui sont présents aujourd'hui pour les MPME et pour les PMI, pour les accompagner, pour les aider à grandir, à croître. On a pas mal également d'ONG, d'organisations internationales qui sont présentes pour aider les entrepreneurs, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir quand même vivre. J'ai appris seulement la semaine dernière qu'en période de Covid, il y a quand même eu des entrepreneurs béninois qui ont eu des accompagnements dus à la mévente. Bien sûr, des subventions. Des subventions. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, je dis que entreprendre, c'est bon. Et c'est ça qui, peut-être, fait que tout le monde veut forcément faire l'entrepreneuriat. Alors, vous qui êtes spécialiste de marketing, c'est vrai que dans le domaine, l'image est importante. L'image, comme on le dit dans notre secteur, vous n'aurez jamais une deuxième occasion pour faire une première impression. Et fort de ça, les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat tombent dans un piège, le piège d'avoir un beau cadre, un grand bureau, de se donner des titres. Est-ce que véritablement c'est un facteur de réussite au début d'une entreprise? Ma réponse est non. Ce n'est pas un facteur. Les quelques entreprises que j'ai eu à accompagner, les quelques conseils que j'ai eu à donner dans ma petite vie, je dis souvent à l'entrepreneur, commencez tout petitement. J'ai parlé tout à l'heure du process, trust in process. Moi, c'est mon leitmotiv. Commençons, même si tu as 1 million, commence petitement. Prends le temps de te faire connaître, de faire ton bout de chemin avant de t'installer. C'est bon de s'installer en grand, mais si derrière ce n'est qu'une coquille vide, ça ne vaut pas le coup. Réellement, moi, je pense qu'il faut pouvoir prouver qu'on est important, qu'on fait quelque chose de bon, qui répond à un besoin spécifique avant de dire oui, je vais m'installer, je mets les moyens à disposition et tout ça. Moi, c'est ma petite réponse à moi. Je pense qu'on va poser le diagnostic. Il faut déjà cerner les causes qui contribuent à cela, parce que à vous entendre, c'est comme si toutes ces entreprises-là qui naissent, forcément ne grandissent pas et n'arrivent pas à maturité. Quelles sont les causes? Les principales causes, notamment? Déjà, je pense que comme cause, on peut parler de la mi-vente. Parce que si tout le monde veut vendre, qui achète chez qui? On va commencer par parler de la mi-vente. D'accord. On va commencer par parler de la concurrence déloyale. Et à côté de ça, on va dire que il n'y a pas forcément... Comment je pourrais expliquer ça? Il n'y a pas forcément de prévision. De prévision de la part de ces entreprises. Une boussole alors, parce qu'il faut quand même partir de quelque part. Il n'y a pas forcément... Généralement, il est recommandé d'établir un plan d'affaires, non? Ah, combien d'entreprises réellement établissent un plan d'affaires? Mais si nous parlons de PME, PMI, oui, même en termes de... Ils ne fonctionnent quand même pas, ils ne sont pas censés fonctionner au hasard. Ils ont un plan d'affaires qu'ils établissent, mais moi tout de suite, en parlant de PME, PMI également, je vais surtout sur tout ce qui sont dans le secteur agricole, moi du consommation local, promotion locale et tout ça. On en connaît assez qui a un plan d'affaires, mais le plan d'affaires établi, vous savez, quand on commence, il peut avoir des changements. Combien d'entre eux procèdent à des réajustements?
Combien d'entre eux procèdent à des réajustements? Vous rencontrez des PME, des PMI qui ont commencé, qui vous fait le plan d'affaires, quand vous le faites, on voit grand au départ. Mais on ne tient pas compte tout de suite des difficultés qu'on aura en commençant à se faire connaître, à montrer qu'on est bien. Et le coût, si je peux le dire, de la publicité, même si ce n'est pas une publicité vue, aller faire des prospections, donner des services gratuits, c'est un coût. Et ce n'est pas un moindre coût. À côté de ça, combien d'entre eux, quand ils vont commencer, seront prêts? Ils vont dire, je sais faire, j'attends. Ils ne sont pas forcément prêts à se mouiller le maillot. Et au bout de 1-2 mois, je ne vends plus, je mets la clé sous le paillasson. Mais au-delà de ces facteurs qui plombent l'aile à l'entrepreneuriat, à votre avis, quelle est la place du pouvoir d'achat du citoyen dans le pays? Oui, parce que quand on produit, c'est quand même pour une cible, c'est pour que ça soit consommé, acheté. Là, tout de suite, normalement pour moi, en produisant, il faudrait quand même produire quelque chose, un produit qui répond à un besoin spécifique. Et la question souvent que je pose aux entrepreneurs, à quel besoin répond ton produit? Aujourd'hui, vous avez plusieurs entrepreneurs qui font la même chose. Parce que A a fait... Sans aucune différence. Sans aucune différence, le même produit. Mais c'est pas parce que A a fait, ça marche, que forcément chez toi, ça va marcher. On est là à imiter forcément ce que l'autre fait. Ça fait que même celui qui a un produit qui répond à un besoin spécifique, tout de suite se retrouve boycotté. Or, si on a des produits qui répondent à des besoins et que c'est complémentaire ou substituable, c'est très bon. On a pas mal de produits importés aujourd'hui qui n'ont pas forcément tout de suite des produits de substitution locaux. L'objectif réel pour moi, c'est d'avoir des produits locaux qui substituent les produits importés, les consommables importés. Parfois, quand il en a, malgré qu'il y ait de substitution au plan local, le consommateur est tenté d'aller vers le produit importé en raison du coût, du prix. Du coût parce que et de la les mentalité. produits locaux reviennent parfois plus chers que ce qui vient de l'extérieur. Vous en convenez avec moi. Beaucoup plus cher. Mais à côté, aujourd'hui, on a un environnement assez propice qui permet quand même de pouvoir revoir un peu. Il y a pas mal de plaidoyers qui sont en cours auprès des instances pour que les produits locaux quand même ne soient plus forcément surtaxés. Moi, le premier truc que je dis souvent, c'est si les produits locaux n'étaient pas au même taux de TVA que les produits importés. Voilà une question qui ouvre une piste de solution, par exemple. Ouais. Donc, et si les produits locaux n'étaient pas au même taux de taxe que les produits importés, tout de suite, ça va susciter la préférence locale. À côté de ça, c'est que ces entrepreneurs qui font dans le local se mettent les moyens à disposition, moyens qui forcément, ils n'ont pas toujours, pour pouvoir faire connaître le produit, faire adopter le produit. Et là, ça va susciter la préférence nationale. Et la première couche tout de suite à toucher, moi, la plupart du temps, c'est les enfants. Je prends exemple sur le Nigeria. Désolée de citer, c'est un pays qui, moi, j'ai grandi un peu avec les anglophones. Il y a cette préférence locale qu'on ne trouve chez personne d'autre. Même si le produit est mauvais, le Nigérian préfère consommer ça. Vous pensez qu'il faut alors un travail dans le mindset du francophone, en greffe, pour ne pas lancer la pierre aux Béninois que nous sommes. Cela relève du patriotisme à un certain degré. Oui, je pense qu'il y a un certain patriotisme qu'on devrait quand même commencer par copier chez nos frères nigériens par rapport à ce qui est de la consommation locale. Le Nigérien préférera boire son eau minérale, même si c'est que c'est de mauvaise qualité, que de boire une eau de bonne qualité fait au Bénin. Il préférera consommer son Indomie quelque chose qui n'est pas forcément bon que de prendre ce qui se fait localement. Il substitue un produit qui peut-être, il sait que bon, voilà, je ne peux pas aller acheter, ils n'ont pas encore importé. Et si on adoptait ce patriotisme-là? Alors, je vous ai entendu, Alain. Non, allez-y. J'ai entendu Regina Azoumé le mentionner. Il revient à l'entrepreneur de faire connaître son produit, de le faire adopter. Je pense que cela fait référence à la compétitivité. Comment est-ce que que doivent faire les entreprises pour être compétitives?
En termes de compétitivité, c'est assez subtil. Par contre, c'est assez subtil parce qu'il est possible de faire un produit très bon et de ne pas avoir forcément les moyens pour le mettre sur le marché. Et c'est pas facile de dire à un entrepreneur qui a commencé tout de suite, il faut commencer par vendre à perte, histoire d'adopter le produit. Mais moi, c'est un truc que je fais souvent. Je dis, bah voilà, on commence déjà, on fait une prévision, peut-être une prévision où on dit sur les 3 premières productions vont servir à participer à des événements, à des foires, à faire connaître le produit, à participer à des choses qui forcément ne vont pas nécessiter de très gros moyens, mais qui rassemblent. On a des événements qui rassemblent une grosse population. Si, par exemple, à la foire qui se passe à l'Amazone Forinque, un entrepreneur arrive à participer, à mettre plusieurs commerciaux sur l'événement, ils font du ratissage, ils font goûter gratuitement, ils vendent à vil prix, ce qui va faire que l'entrepreneur ne va pas gagner de l'argent, ça c'est clair. Sur le coup, oui, mais sur le coup, plus tard, oui. il pourra rentabiliser il pourra cette rentabiliser action. plus tard. Mais sur le coup, c'est pas évident. Il y a également, il doit pouvoir voir, est-ce que c'est possible de pénétrer le marché, faire peut-être un coût plus bas que celui qui est là, mais là tout de suite, ça veut dire que l'entreprise qui était présente se retrouve avec un concurrent. Il ne faut pas aussi faire de la concurrence déloyale, justement. Que vous l'avez Donc, notifié. il faudrait pouvoir faire des prix uniformes. Mais est-ce que ces prix uniformes arrangent cet entrepreneur? Telle est la question. Ceci m'amène à vous poser une question. Est-ce que parfois, en faisant un positionnement psychologique du produit, c'est le choix délibéré de l'entrepreneur de positionner son produit en se disant je le destine à une certaine classe de la société? Est-ce qu'un entrepreneur peut être au début de son business et faire un positionnement psychologique de son produit? Oui. Aujourd'hui, je travaille avec une entreprise qui a fait un positionnement psychologique de son produit. Son produit, c'est un produit premium. Ils disent, mon produit, c'est pas pour tout le monde. Je sais que je fais mon produit pour une classe donnée. Et ça, c'est de la segmentation. Oui, il a fait sa segmentation. Et tout de suite, il y aura peut-être d'autres personnes qui seront intéressées, mais ils vont vous dire, c'est cher. Mais vous n'êtes en réalité pas la cible. Il a sa cible. Donc, est-ce que ce type d'entreprise est a priori amené à prospérer réellement dans le temps? Oui. Avec les mêmes problèmes du même environnement que les autres micro-entreprises? Bien sûr. Cette entreprise est amenée à prospérer parce qu'elle a sa cible. Et je me dis, avant de choisir une cible pareille, c'est qu'elle a déjà étudié son marché et sait que peut-être au niveau de cette cible-là, il n'y a pas ce produit, il y a ce besoin qui est là. Donc, elle est amenée à prospérer. Pas sur 5 ans, pas sur 6 ans, mais sur 10, 15, 20 ans. Et une entreprise qui se positionne sur une cible donnée, c'est qu'elle a les reins solides pour pouvoir tenir. On ne se positionne pas sur une cible pour dire, voilà, si elle se positionne, nous, notre travail consiste à lui dire, le positionnement est bon, mais est-ce que vous êtes informé? Voilà les difficultés auxquelles vous allez faire face à la longue. Et une entreprise qui lui dit oui, d'accord, je suis prête, c'est qu'elle est prête. Et ne fait pas de ciblage, de segmentation qui veut, mais qui en a les moyens. Donc, si une entreprise décide de le faire, c'est qu'elle a les moyens de tenir. Regina Azoumé, croître, vous l'avez dit, c'est un processus continu à moyen et long terme. Quels sont vos conseils pour les entreprises? Mon petit conseil tout de suite pour les entreprises, c'est quand vous voulez faire un produit, quand vous voulez répondre, on parle de produits, mais il y a également des services. Essayez d'aller sur des segments pas encore développés. Faites une étude de marché. Une étude de marché, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vers un cabinet. Essayez de voir au quotidien, autour de vous, quel est ce problème-là que les gens rencontrent, auquel je peux apporter une solution. Et si vous avez la solution, commencez déjà par vous faire connaître en répondant peut-être un peu, donnez un peu et permettez aux gens de revenir vers vous pour le plus. Et si je suis déjà une entité bien constituée? Si je suis déjà une entité bien constituée. Je fais quoi pour poursuivre mon chemin vers le développement?
je cherche de nouveaux clients parce qu'on a souvent l'habitude, c'est qu'on attend que les clients viennent vers nous. On n'a pas la culture d'aller vers les clients. J'essaie de voir vers où se trouvent mes clients, quel est le segment, parce que des fois, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas forcément à la bonne place quand on entreprend. Je fais peut-être dans le service marketing, je suis avec les entrepreneurs locaux, mais à côté, je peux peut-être faire des conseils aux grosses entreprises, mais tout de suite, je me dis non, c'est de pouvoir être à la bonne place. Se poser la question de est-ce que je suis à la bonne place? Si je suis à la bonne place, c'est de continuer dans la lancée et savoir que ça va donner. Madame Azoumé, j'ai une question pour vous. Moi, j'ai fait un petit constat. Les grosses entreprises ou bien les entreprises moyennes ont en leur sein un département marketing, un département communication. On dit, bon, une cellule de communication, mais ça semble ne pas bien tourner au fond et elles n'ont pas souvent le réflexe de faire appel aux mêmes compétences à l'externe. Qu'est-ce qui cloche à ce niveau, quand bien même avec la présence d'un tel service au niveau de l'entreprise ne décolle pas en termes d'image, en termes de popularité, en termes de connaissance par les clients? Je pense que mon domaine, c'est un domaine assez, c'est un domaine assez glorieux. Glorieux par glorieux, le thème glorieux, parce que on aime fanfaronner. Je suis mercaticien de formation, je suis ci, je suis ça. Mais à côté, on n'est pas toujours prêt à demander à un père, voilà mon projet, voilà ce que j'ai mis sur pied. Est-ce que le projet que je veux soumettre, il est viable? Est-ce qu'il est smart, il est réaliste et il est réalisable? Non. On n'a pas cette humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout faire. Réellement. Le peu de personnes, des fois je fais un diagnostic à une entreprise, mais à côté, on dit non, je vais voir peut-être un senior qui fait un autre diagnostic. On paye plus cher, mais pour un diagnostic encore médiocre. Un diagnostic encore plus médiocre. Et je dis, mais non, reste là, fais ci, fais ça. Dans notre domaine, on n'est pas forcément humble. On ne reconnaît pas forcément qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas tout faire. Quand on fonce, on dit qu'on a foncé dans le mur. Donc, mon petit coup de cœur à mes pairs aujourd'hui, c'est d'apprendre à ce qu'on soit moins glorieux dans notre domaine parce qu'on est partout. C'est une formation qui permet de travailler dans tous les secteurs. Mais de reconnaître qu'on ne connaît pas forcément tout et qu'à côté, on peut apprendre des personnes qui sont du domaine. C'est une entreprise pétrolière a besoin d'un service marketing. Mais je suppose que quand on finit l'université à l'université, on ne nous apprend pas forcément dans le pétrolier. Donc quand je veux travailler pour une boîte pétrolière, il faut que j'ai le minimum de connaissances dans ce milieu-là. Ce que j'utilise pour les produits locaux, je ne vais pas reconduire ça. Chaque technico-commercial a son domaine d'activité. Voilà. Voilà qui est si bien dit. Alors les PMI constituent un moteur de croissance économique, puisque ce sont des entités qui apportent des réponses aux besoins du consommateur. Ces entités emploient du personnel et participent donc à la charge de l'État à travers le paiement des impôts et des taxes. PMI au Bénin a tous les défis pour leur croissance. Nous en avons parlé avec Regina Azoumé, spécialiste en marketing et en entreprise. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Alain Sotoumé, ce sera donc tout pour la chronique économique de ce matin. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup à vous, Alessandra Diotan. Merci, Madame Azoumé. Bonne suite. Mesdames, Messieurs, voilà, on espère avoir apporté un petit peu plus de lumière sur ce que vous pourriez peut-être faire pour faire décoller votre business ici ou ailleurs. Maintenant, on fait une pause et on vous revient.